bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Laurent Davout et Michael Ruot. Je vais vous laisser vous présenter, mais avant ça, je vais pouvoir teaser l'event qu'on va avoir. Et d'ailleurs, tous les trois, vous en faites partie. Enfin, tous les trois, on en fait partie. Je suis ravie de co-organiser la deuxième édition du Freelance Tech Day avec Michael sous la casquette Expresso Tech. Ça aura lieu le 27 juin. C'est toute une journée de live autour du freelancing. On vous prépare vraiment de belles choses. Vous pouvez aller sur la page LinkedIn de Trade Union pour retrouver tous ces lives et RSVP. On reste aussi dispo par message sur LinkedIn si vous avez des questions. N'hésitez pas. Donc sans plus attendre, je vous laisse vous présenter si tu veux commencer, Laurent. Avec plaisir, merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour ce webinaire. Moi pour me présenter, Laurent Davoust, alors moi j'ai fondé, Fit Formation et Fit Solutions. Donc l'idée c'est, de former, d'une part sur le Python pour, la finance de marché, donc dans un cadre d'automatisation et d'autre part, bien entendu, je fais des prestations de services, pour des fintechs, toujours autour de l'automatisation et la création d'Adin Excel. Et le sujet du jour d'aide technique est très important, dans un quotidien, surtout quand on fait de l'automatisation. Donc voilà, c'est super d'être là. Merci. Et toi, Michael? Alors, Michael, donc parmi les nombreuses casquettes que je porte, trop nombreuses, on va simplifier dans les mois qui viennent. Donc là, je viens parce que je représente l'agence des risques, je représente le TIECAR de l'agence des risques. Donc on est une bande de spécialistes, une demi-douzaine de spécialistes du redressement de projet, aussi bien côté tech que côté process et produits. L'idée, c'est de faire en sorte que quand votre projet est en retard et que ça avance plus trop, eh bien que vous puissiez retrouver de la sérénité dans votre projet, rétablir un delivery et avoir de l'impact dans vos livraisons. Et donc, c'était l'objet d'un article qu'on a fait ensemble, qu'on a publié ensemble sur le blog de Trade Union, effectivement, sur le legacy, la dette technique, voir un petit peu tout ça, comment ça se gère aussi dans les projets de refonte, que ce soit au niveau de sites e-commerce sur lesquels j'ai pu collaborer, de projets de logiciels médicaux ou autres. Trop bien. Et donc, on va commencer dès maintenant. On a quelques questions, mais n'hésitez pas aussi à poser les vôtres dans le chat. On les voit et on pourra les prendre au fur et à mesure du live. Donc, pour commencer, comment un tech, souvent ça va être le CTO, est-ce qu'il peut arbitrer entre rapidité de mise sur le marché et maîtrise de cette dette technique qui souvent va s'accumuler parce qu'on veut peut-être sortir des features assez rapidement et les empiler sans penser à réparer ce qu'il y a en dessous? Alors, donc a priori, c'est mon tour, si j'ai bien compris Vas-y, ouais. l'éditeur, voilà, mais tu peux prendre la main. En fait, souvent les textes ne se sentent pas concernés directement ou alors ils vont avoir envie de faire quelque chose de trop parfait. Mais en réalité, c'est des décisions qui se prennent pour, le go to market. Donc c'est d'abord une décision du CEO, typiquement du SaaS, par exemple, arbitrer effectivement entre livrer quelque chose très rapidement pour tester un marché et à ce moment-là, pas besoin de le faire trop bien et cetera. Et puis de l'autre côté, bien à un moment donné, si ça a pris sur le marché, là, il faut en faire une vraie feature et là, on peut plus se permettre d'avoir un POC, un truc, mal fait de biais qui va pas être maintenable. Donc, il faut distinguer entre, pour moi, la dette technique et le code legacy et je te passe la main, Laurent, pour la suite parce que je pense que tu as encore plus que moi à dire sur le sujet. Je suis totalement d'accord avec toi, là-dessus puisque, pour moi, c'est pas qu'un enjeu de CTO ou de tech, c'est vraiment un enjeu aussi produit. Je pense que sur ce point-là, il faut bien avoir en tête, l'échange qu'il doit y avoir entre les 2 parties, notamment sur les difficultés à mettre en place et une vision, on va dire plutôt long terme, moyen terme, sur le projet. Ne pas hésiter à dire qu'en cours de développement, tel point a été fait très rapidement et qu'il faudra le revoir et à estimer le temps que ça pourrait prendre et du coup les limites que ça peut impacter sur le produit. Bien entendu, des fois, il faut faire des raccourcis, il faut aller vite, notamment si on a une opportunité, si l'opportunité elle est là aujourd'hui, elle sera peut-être plus là dans 2 semaines. Donc faire un dev rapidement, ça c'est pour répondre à un marché, c'est pour répondre à une demande, c'est pour répondre à un appel d'offres. Mais derrière, il faut vraiment garder en tête que, le développement rapide, potentiellement, il faut aussi le corriger et la dette qu'on prend aujourd'hui, doit être remboursée, dans un avenir, comme en finance. Voilà. Donc la dette, elle doit être contractée pour quelque chose qui a, un bénéfice, intéressant pour l'entreprise. En tout cas, ce serait mon point de vue.
Est-ce que vous avez oui, Donc, je crois il y a un consensus sur le sujet. très bien. On veut pas que des consensus, hein, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, c'est OK. Bien sûr. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette question ou est-ce que vous voulez que je passe du coup à la prochaine que j'avais? Ouais, on peut embrayer. Ouais. Ouais, super. Mais du coup, ce qui va être aussi intéressant peut-être, c'est de voir est-ce qu'il y a des signaux qui sont précurseurs et qui vont annoncer une dette technique, conséquente ou non? Oui, alors quand on s'aperçoit qu'on a du mal à maintenir un logiciel, il est déjà presque trop tard. Donc là, effectivement, on n'ose plus toucher au code parce que du coup, ça crée des bugs. Donc là, évidemment, c'est le moment où on a très envie d'avoir des tests pour garantir que ce qu'on va faire va marcher et c'est le moment où souvent on commence à s'intéresser au test driven development ou au moins au shift left testing. Dès en amont, en fait, donc indépendamment du marqueur assez simple, hein, que Laurent a indiqué, on sait qu'on a fait quelque chose un petit peu quick and dirty. On sait que quand on va y revenir, cette fois-ci, il faudra payer le prix et le faire proprement, faire une vraie conception si on a un indice marché qui nous dit que ça vaut la peine de mettre cette fonctionnalité dans le produit. Donc, on peut déjà surveiller dans SonarCube la complexité cyclomatique. Donc, la complexité cyclomatique, c'est la complexité du code, c'est le nombre de chemins que le code peut prendre, le nombre d'alternatives qu'il peut y avoir. Donc, ça, c'est un indice intéressant, assez facile à suivre. Après, ce n'est pas toujours évident à interpréter. Il y a aussi, avec des outils comme Dependabot ou Snyk, on peut regarder, surveiller le nombre de dépendances obsolètes. Donc, vérifier quelles sont les versions de nos dépendances et anticiper les montées de version. Donc ça se gère aussi dans notre stratégie de déploiement. Un indice aussi qui ne trompe pas, c'est le lead time, le temps moyen entre le développement et la mise en production. Donc ça, un Scrum Master, un CTO, un Product Owner peut le voir, par exemple, dans Jira. Il peut le mesurer. Autre indice qu'on va voir aussi dans des outils de gestion de projet comme Jira, le cycle time, donc le temps de cycle, le temps qu'il faut pour livrer une fonctionnalité du début à la fin. Et puis enfin, et ça se voit malheureusement beaucoup de la fenêtre des services support, c'est le CFR, le Change Failure Rate, c'est le taux d'échec des déploiements après mise en déploiement. Lorsque vous êtes obligé de revenir régulièrement en arrière, euh, de faire un rollback ou que votre service support est submergé de tickets, c'est évidemment l'indice qu'il y a un problème de qualité derrière. Alors, parlons juste globalement de problème de qualité logicielle et ensuite, il s'agira de voir comment l'adresser en déterminant s'il s'agit d'un problème de legacy, la fameuse coulée de lave de code, ou si c'est un problème de dette technique, donc quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. On a fait volontairement ce choix, on sait que ça entraîne des conséquences et on est prêt à rembourser ces dettes techniques en refactorisant le code. Mmh. Totalement. Bah, moi, je rajouterais aussi un côté, peut-être, humain aussi qu'on peut revoir dans les équipes quand on est sur des grosses équipes. Moi, ce que j'avais vu, aussi là-dessus, alors quand les applications avaient plusieurs années et cetera, donc là, on est sur du court terme et sur des applications qui accumulent de la dette technique. C'est aussi le refus des équipes d'intervenir sur un code. «Ouh là là, j'ai peur. Ouh là là, si je touche à ça, ça va tout faire planter, ça va tout faire sauter». Moi, j'avais vu ce genre de points aussi qui était assez complexe. Là, on est vraiment sur une accumulation de dettes techniques quand même assez forte, hein, quand on est là. Et aussi l'onboarding qui peut être compliqué quand on prend une nouvelle personne, et qu'on voit que sur un projet, il faut 2 3 mois pour que la personne puisse être opérationnelle. Ça aussi, moi pour moi, ça c'est des signaux aussi, sur la dette technique, qui peut être, un peu compliqué en fait. C'est qu'une dette technique, elle a été trop poussée, quoi. Ça marche, merci. Et dès qu'on veut essayer un peu de l'étouffer, cette dette technique, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez dire pour justement inviter nos spectateurs à peut-être bien faire les choses et Oui, moins être dans le rush? ouais, ce qu'on voit trop souvent en ce moment, c'est la fameuse malédiction de la V2, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas, l'expérience sur ces sujets-là, vont tenter, ils vont appeler ça une refonte ou que sais-je. En tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est se dire, «Je laisse l'ancienne version, j'en ferai une nouvelle et tout ira beaucoup mieux» et ça ne se passe jamais comme prévu. Pourquoi? Parce que ces effets Big Bang, ils ne marchent pas. Donc cette malédiction de la V2, donc j'en ai pas mal parlé, on sait que c'est un des sujets que je laboure régulièrement, de comment on va contre cette malédiction et comment on arrive sur un environnement plus serein en utilisant tout simplement les techniques d'Uncle Bob, donc Robert Martin, Clean Code, donc du refactoring, donc effectivement s'approprier le développement piloté par les tests, commencer par bâtir une chaîne d'intégration continue avant de bâtir une chaîne de déploiement continu. J'ai vu beaucoup cet anti-pattern, des gens qui déploient très vite du code qui n'est pas suffisamment testé.
Donc automatiser ces workflows de dev, c'est OK, mais on commence par le faire en jardinant dans son petit précaré qui n'impacte pas la prod et les clients et où en fait, on va se bâtir au fur et à mesure un patrimoine de tests qui va permettre d'être certain que lorsqu'on touche au code, eh bien, on ne crée pas d'effet de bord, on ne crée pas de bugs et on peut déployer tout à fait sereinement. Ensuite, il y a les patterns de déploiement et c'est là aussi où il y a des pièges, puisque souvent, en fait, on est encore une fois en mode Big Bang au lieu de prévoir des patterns comme le Canary, le Blue-Green Deployment ou les rolling release ou même l'activation, le toggle feature, activer les features en prod. Donc ça, Laurent, je pense que c'est des choses que toi, tu vois pas mal aussi. Oui, oui, totalement, totalement. Moi, je rajouterais un point qui est, souvent on oublie de parler avec, les gens qui s'occupent du produit aussi, moi je le vois, déjà le V2 on refait tout, voilà. Première conséquence, on sous-estime tout de suite, le temps que ça va prendre. Ça, c'est le classique: «Non, c'est rapide, on va faire ça en très peu de temps». Au final, ça prend beaucoup de temps et aussi on oublie souvent d'embarquer le produit où là, le produit, bah, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir parler avec les vendeurs directement. C'est aussi l'occasion de pouvoir, vraiment, être sûr que, ce qu'on va faire, qu'on va refactorer est vraiment utilisé aussi, côté produit. Des fois, en tant que tech, on peut avoir un petit biais, c'est de se faire plaisir, sur certains points et derrière qui ne sont pas forcément alignés avec le produit. Je pense que le produit, il peut être oublié dans ce genre de cas. Et donc peut-être que ça va être là, très intéressant d'avoir un product manager qui va bien pouvoir, gérer tout ça, faire le pont, Exactement. ouais, entre, c'est souvent ça, on voit les équipes prod et la tech, on a l'impression qu'on les oppose tout le temps, mais ils ont tout intérêt à travailler ensemble. Bah, tout à fait, hein, derrière, le but, hein, bah, c'est une entreprise, donc une entreprise, c'est à but lucratif, donc le but, c'est que tout le monde puisse avancer. Heu, Bah, derrière, une entreprise qui va bien, c'est la croissance, c'est des équipes plus grosses, c'est, des meilleurs salaires, c'est, aussi un intérêt, une motivation au quotidien, hein. Il y a rien de plus frustrant que, de travailler sur un produit tech qui n'est pas du tout vendu, qui n'a pas de retour d'utilisateurs. Bah, en fait, oui, les 2 doivent travailler ensemble pour, f proposer vraiment, un produit idéal en termes de tech, mais aussi idéal en termes de vente. Et sans entrer dans une polémique, mais est-ce que vous auriez des exemples d'entreprises qui auraient réussi ou échoué, à contenir, cette dette technique? Alors, on en a pas mal, on en a cité quelques-uns dans l'article qu'on a publié sur le blog de Trade Union. Du coup, je vais prendre mon petit aide-mémoire. Donc, il y en a des grandes, des moyennes, des petites. Je vais commencer par les réussites. C'est quand même plus motivant. Alors, qui a réussi aujourd'hui à gérer sa dette technique de façon proactive et du coup innover? Donc, pas se freiner pour innover, hein, c'est pas grave si on envoie en prod des choses qui ne sont pas encore tout à fait finies, on teste et puis après on ajuste. Pas se freiner pour innover, être très rapide sur le marché et en même temps avoir une bonne qualité logicielle. Donc typiquement, on connaît tous Google déjà, par exemple. Aujourd'hui, on n'entend plus parler des problèmes de régions Google qui sont en panne. En fait, eux, ils savent faire des rollbacks très très rapides. Ils testent auprès d'un petit nombre d'utilisateurs. C'est le pattern indice 100 000. Donc des releases progressives, des releases canary. Et du coup, dès qu'ils voient un problème, ils font un rollback, ils corrigent, ils retestent, etc. Ils remettent en prod dans des zones localisées. Donc, des exemples de réussite de gestion de la donnée technique, il y a Spotify. OK, mais en France, il y a qui? Bah, il y a OVH, Doctolib, Orange. En matière de banque, aux Pays-Bas, il y a aussi, par exemple, ING ou Volkswagen. À l'inverse, des grosses boîtes qui se sont plantées sur le sujet, bah, il y a le système de santé américain, healthcare.gov. Donc là, ils avaient une architecture monolithique, ils ont eu des lancements entachés de problèmes de perf et d'intégration, parce qu'ils ont voulu trop vite, résoudre leurs problèmes de dette technique, donc on est plutôt dans un effet Big Bang. Chez Yahoo, au contraire, là, ils ont accumulé le coût caché du legacy et du coup, ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Et Twitter, on a vu là que le refactoring avait été mal planifié, ça avait affecté la scalabilité. Puis depuis, ils ont eu d'autres problèmes, les pauvres, donc on n'en parlera pas trop. Du côté des PME scale-up en France, malheureusement, un exemple d'échec, c'est celui de Blablacar. Donc là, une techno avec PHP, des microservices qui est plutôt bien adapté à leurs besoins. Et puis, ils ont des difficultés lors de leur tentative de refonte globale. Et là, ça a entraîné des surcoûts. À l'inverse, en France, les réussites, bah, Conto, Python, Django, React. Alors la stack fait rêver, c'est super sympa, mais c'est pas que ça. C'est surtout qu'il y avait une séparation claire entre le développement du MVP et la refonte ciblée. Donc ça leur a permis de vraiment maîtriser cette dette technique quand ils sont passés de l'un à l'autre.
Et puis chez Spendesk, donc là, on est sur du Node.js, TypeScript, Postgre, donc belle stack, toute neuve, avec une adoption progressive de pratiques de refactoring et d'amélioration continue. Donc là, c'est vraiment la philosophie que je prône. Et ça leur a permis de scaler leur SaaS. Du côté des startups qui ont raté récemment, alors on a entendu parler à Angers d'une startup qui s'appelle Octave, qui a été victime d'une cyberattaque. Pourquoi ? Parce qu'elle avait un legacy énorme. C'est une boîte qui avait tenté de faire une refonte en mode Big Bang. D'autres entreprises en France, Sigfox, donc elles plus du côté de l'IoT. Donc là, en fait, c'est leur croissance rapide et les intégrations multiples qui les ont freinés et qui ont rendu la gestion de cette dette technique difficile. Et puis du côté des réussites, on peut citer Yuka, donc la fameuse application avec laquelle on peut choisir ce qu'on achète au niveau nourriture. Donc là, ils ont pareil utilisé une approche itérative et progressive avec un refactoring sur l'application mobile et web. Donc ça leur a permis de maîtriser au fil de l'eau la qualité de leur code et d'y aller progressivement. Kappa également. Donc là, on est sur du PHP Symfony assez classique avec un petit peu de Cloud House. Ils ont mis en place une organisation qui a permis de séparer l'équipe qui maintient le produit et celle qui le développe. Donc là, c'est du dual track agile, plus difficile à réussir, mais qui leur a bien réussi. On a plein d'exemples. Oui. Tout à fait. C'est des beaux exemples, en fait, en France et en international. Ouais, c'est pas mal, ça donne aussi des exemples pour les entreprises elles-mêmes, quand elles peuvent aller voir s'il y a peut-être d'autres entreprises qui ont réussi et qui correspondent un peu à leur façon de travailler. Donc c'est vrai que c'est pas mal quand on voit ce qui a déjà été fait avant, et puis après on essaye de le suivre. Et c'est pour ça que je préconise, merci Leïla, pardon. Donc je préconise quand même l'approche des Learning Expedition. Donc Laurent a beaucoup insisté sur le facteur humain et je crois comme toi Laurent que c'est primordial. Et c'est là où on voit les premiers signes. Tu as parlé de la démotivation des gens, de la difficulté dans l'onboarding, etc. Au-delà des métriques, ça se voit comme ça. Et c'est souvent quand il est trop tard. Les métriques, ça peut être un peu plus proactif si on n'a pas encore cette sensibilité. Et effectivement, aller dans une autre entreprise, aller dans les conférences, parler avec des gens, leur parler des problèmes qu'on rencontre, leur parler des solutions qu'on envisage, plutôt qu'agir tout de suite, tout de go, en réinventant l'eau tiède, en se disant oui, mais chez nous, c'est trop spécifique. Et ça, Laurent, je pense que tu en as vécu des sujets comme ça. Totalement, totalement. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il est intéressant de discuter avec des boîtes similaires, parce qu'en fait, on a tous les mêmes sujets et on se rend compte que moi j'ai une problématique, mais qui a une solution chez la boîte d'en face, mais qu'en face ils ont une problématique pour qui moi j'ai déjà une solution. Donc en fait, échanger avec ses confrères reste très intéressant sur ces sujets-là, tout à fait. Merci à vous deux. On pourra peut-être passer sur un petit mot de la fin. C'était assez efficace. Donc si vous voulez donner un petit mot de la fin, ajouter quelque chose par rapport à cette dette technique. Je pense qu'on peut parler des conseils déjà. Laurent, est-ce que tu as des conseils à donner justement pour mieux maîtriser la dette technique? Je pense que moi, un conseil que je donnerais, c'est ne pas faire l'autruche. Je pense qu'il faut assumer qu'il y a de la dette technique. Donc vaut mieux la maîtriser, vaut mieux l'avoir en tête, vaut mieux voir, vaut mieux l'organiser, hein, voilà. Donc bien gérer cette partie-là, je pense que c'est le premier point déjà. Moi j'ai vu des projets où la dette technique est ignorée, et on se dit que, comme ça marche aujourd'hui, pourquoi évoluer et cetera? Et je pense que ça, c'est un point qui serait, déjà très intéressant et que, là-dessus, quand je dis que c'est pas reconnu, c'est à la fois par la partie tech, mais aussi par la partie produit. Donc, vraiment une bonne synergie entre les 2 parties pour moi, ce serait inévitable. Côté product owner, prendre ça en compte dans sa roadmap, si c'est une dette, elle est volontaire. Si c'est pas volontaire, c'est du legacy, Mmh. c'est la coulée de lave. Et du coup, le planifier dans sa roadmap en se disant, je vais payer ça parce qu'en fait, ça me permet d'avoir un levier pour avoir un impact marché. Ok. Alors de mon côté, ce que je peux dire sur le sujet, donc si votre techno est obsolète, là l'idée c'est plutôt de planifier des montées de versions techniques. Si Mmh. l'architecture c'est un frein, il faut revoir votre conception avec une approche plus modulaire, mais sans aller forcément jusqu'au microservice. Un monolithe modulaire, c'est très bien. Et c'est aujourd'hui ce vers quoi beaucoup de gens convergent.
Ça veut pas dire que c'est la solution universelle à tous les problèmes, mais ça veut dire que la plupart des entreprises n'ont pas besoin de scaler au niveau de Google ou Amazon. Donc, peu de gens, en fait, aujourd'hui, ont réellement besoin des microservices. Si la dette technique ralentit vos développements, là, la solution, c'est pas de chercher à aller plus vite ou de prendre un raccourci, il n'y en a pas. C'est plutôt de faire un refactoring progressif. Et donc, en termes de stratégie, donc l'intégrer dans le backlog produit, on l'a vu, appliquer la règle du Boy Scout, donc laisser l'endroit propre quand on touche à un bout de code, donc ça, c'est associé à clean code et au refactoring. Et puis, utiliser le strangler pattern, donc le pattern de l'étrangleur. J'espère que je vais faire peur à personne avec ça. Donc, c'est de remplacer progressivement le legacy plutôt que de partir sur une refonte brutale. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de commencer par modulariser son code avant d'en arriver là, pouvoir le faire, de réussir. Bah, merci pour tous ces conseils. Je pense que tous ceux qui nous écoutent vont pouvoir les appliquer. On a aussi énormément d'exemples d'entreprises pour pouvoir aller voir un peu comment ça s'est passé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vidéo du replay sur l'article qui a été fourni par Michael Ruot sur le blog de TDU. On va en faire un post. Vous pouvez le trouver sur tdu.work dans la rubrique Knowledge Hub. Je vous remercie vraiment tous les deux. On vous retrouve le 27 juin pour la journée du Freelance Tech Day. Ça va être super, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Super, bah merci beaucoup. Merci Léla. Merci, à bientôt. Tschüss. À bientôt.